Oui, en effet, Guillaume, je me suis entretenu avec le haut responsable sunnite de Beyrouth-Est et il ressort que la situation maintenant est fort claire. En effet, si les maronites modérés du sud Liban redonnent aux alaouites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth-Ouest, ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites Amal demeurent à l'extrême est de Beyrouth Sud. Reste à savoir toutefois ce que les Kurdes du mouvement Kahal feront avec ou sans l'aide des moudjahidines sunnites du clan Afat. Bon, aujourd'hui, si vous êtes d'accord, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans cet enchevêtrement inextricable, cet imbroglio confus, ce foutoir intersidéral qu'on appelle couramment la guerre du Liban. Cela dit, si les Tamouls de Palestine restent neutres, et surtout si les Askénazes bouddhistes des territoires occupés demeurent divisés, on ne voit vraiment pas comment les calvinistes musulmans du Cheikh Habib pourraient empêcher les intégristes luthériens de l'imam Choukdar d'étouffer dans l'œuf l'intifada des Amish séfarades de la bande sud-est du nord-ouest de la banlieue de Beyrouth Centre, périphérique intérieur compris. Allons-nous vers une solution au conflit? Nous sommes maintenant en droit de l'espérer, Guillaume. La seule manière de vraiment comprendre la guerre du Liban, c'est de renoncer à une vue d'ensemble du conflit et de le raconter du point de vue de l'un des acteurs. Ici, on va le raconter du point de vue de la Syrie. Donc la guerre du Liban vue par la Syrie peut être un peu différente de la guerre du Liban vue par les chrétiens ou vue par la Palestine, mais il va falloir vous en contenter car cet épisode ne concerne pas le Liban en lui-même. D'accord? Tout a commencé à cause d'une immigration. Une immigration? Les immigrations, lorsqu'elles sont excessives, peuvent causer des guerres civiles, bien sûr. Déjà, c'est l'immigration juive qui a déclenché la guerre civile en Palestine. Par effet de repoussoir, les Palestiniens s'étaient enfuis. Et rebelote, l'immigration palestinienne, elle, a déclenché une guerre civile au Liban, par effet domino. Donc cette guerre a opposé dans un premier temps deux belligérants. Les Palestiniens, d'un côté, et les chrétiens maronites, de l'autre, qui constituent ce qu'on appelle des phalanges. Donc ça commence comme ça. Dans ce conflit, les forces progressistes, on pourrait dire les forces de gauche, si vous préférez, qui existent dans le Liban, sont tellement outrés de la constitution des phalanges chrétiennes qu'ils vont rejoindre, eux, le camp des Palestiniens. Ces progressistes sont dirigés par un leader qui appartient à la communauté druze. Il s'appelle Jumblat. Donc on récapitule, Palestiniens et progressistes d'un côté, phalangistes chrétiens de l'autre. Les deux camps se rendent coupables de massacres terribles, surtout dans les années 1975-1976. La Syrie, de son côté, eh bien, se pose une question. Faut-il intervenir? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi elle interviendrait? Phalangistes et palestiniens se tapent dessus, tu l'as dit. Bon, ben, ça les regarde. Laissons-les tranquilles, peut-être qu'ils aiment ça. La Syrie a toujours été attentive à ce qui se passe au Liban. Il y a plusieurs raisons, mais par exemple, le Liban comprend la plaine de la Beka qui se situe près de la frontière. C'est un couloir de pénétration qui pourrait être un jour utilisé par Israël pour attaquer la Syrie en contournant Damas. Donc déjà, la Syrie veut absolument que la Beka soit à l'abri d'un conflit. Israël pourrait profiter du chaos libanais pour gagner du terrain sur sa frontière nord. Ces scrupules sont tout à fait justifiés. Et puis, Hafez el-Assad se demande si au fond le Liban ne fait pas d'une certaine manière partie de la Syrie. Après tout, ce sont les Français qui ont séparé Syrie et Liban, mais les Français ne sont plus là pour faire la loi. Alors je ne dis pas qu'il veut annexer le Liban, non, mais par contre il aimerait bien démontrer que la Syrie et le Liban ont des intérêts tellement imbriqués qu'on a lieu de penser qu'ils ne forment qu'un seul peuple, un seul peuple dans deux pays. Et d'ailleurs, c'est une opinion qui se défend. Lorsque la frontière avait été tracée par les Français entre ces deux pays, on a eu des familles scindées en deux par une nationalité différente. De très nombreux Syriens ont des parents à Beyrouth et inversement. C'est tout bête, mais beaucoup de noms de famille existent à la fois en Syrie et au Liban. Pour Hafez, c'est très clair, deux pays, mais un seul peuple. Et quand on voit la définition même de la Syrie, pays qui foisonne de minorités religieuses, le Liban s'inscrit parfaitement dans ce maillage de minorités. Et le Liban, il avait été séparé pourquoi, au fait? Le Liban a été séparé par favoritisme français à l'égard des chrétiens maronites. On leur a laissé, à ces chrétiens, un Liban qu'ils pouvaient dominer par leur importance démographique. Donc ça veut dire que Hafez, il n'aime pas les chrétiens du Liban, parce qu'ils ont été favorisés, autrefois, c'est ça? Non, 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 c'est pas ça. Je veux juste dire que Hafez est sceptique sur la pertinence historique de ce pays, qu'on appelle le Liban. C'est tout ce que je voulais dire.
À présent que la France n'est plus là, il voudrait se substituer à elle et dire aux chrétiens: jadis, quand vous étiez persécutés, la France était là pour vous sauver. Eh bien, maintenant qu'elle n'est plus là, c'est moi, Hafez el-Assad, dirigeant laïque, qui vous sauvera si vous êtes persécutés. Ah ouais, ok, non, il se présente comme un protecteur des chrétiens donc. C'est ça. Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens ont appelé la Syrie à intervenir, y compris leur chef, Pierre Gemayel. Mais ce protecteur des chrétiens est aussi, d'une certaine manière, un médiateur pour les Palestiniens et les progressistes. Bah oui, en tant que dirigeant arabe, il est solidaire de la lutte palestinienne. Il a des contacts étroits avec les Palestiniens. Il peut essayer de les raisonner et leur dire en quoi aller embêter les Libanais va vous aider à reconquérir la Palestine. Et puis, il est lui-même un chef d'État laïque, progressiste, donc idéologiquement proche du camp progressiste. Je rappelle que les progressistes sont alors dans le conflit alliés aux Palestiniens. Protecteur pour les uns et médiateur pour les autres. Et il intervient quand? Et pour qui? Il intervient le 1er juin 1976, un an après le début du conflit. Et il intervient en faveur des chrétiens. Il décide de marcher sur Beyrouth. Il aide les milices à massacrer littéralement, le camp palestinien de Tel el-Zatar. Il libère la ville de Zarlé, qui avait été assiégée par les forces palestiniennes. Avec son armée, il occupe un espace très grand qui englobe principalement la plaine de la Beka. Au bout de 6 mois, il négocie un cessez-le-feu en novembre 1976. La guerre, semble-t-il, est terminée. Ce que j'ai décrit ici, c'est, semble-t-il, la partie la plus correcte de l'intervention de Hafez el-Assad. Marcher sur Beyrouth a vraiment permis de calmer la situation. Il a accompli son rôle de stabilisateur. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Les chrétiens, et notamment leur chef Pierre Gemayel, dès 1976 se demandent si c'était vraiment une bonne idée d'inviter la Syrie dans la partie. Ben parce que c'est une occupation en fait. La Syrie occupe le Liban. C'est ça, la Syrie prend prétexte de la situation pour occuper le terrain, pour des raisons déjà évoquées, crainte d'Israël, maintien de la paix, certitude que les Libanais et les Syriens ne sont qu'un seul peuple et que leurs intérêts sont intriqués. Hafez el-Assad veut au minimum occuper la Beka, comme on l'a vu, mais à mesure que Hafez se dispute avec les chefs phalangistes, eh bien ces derniers se rapprochent d'une autre puissance étrangère, une autre puissance qui lorgne la région également, Israël. Israël conclut des alliances discrètes avec les phalangistes en leur promettant de faire coup double et de les débarrasser à la fois des Palestiniens et des Syriens. Le 14 mars 1978, les Israéliens décident d'envahir le Liban Sud, petite partie au sud du Liban. C'est ce qu'on appelle l'opération Litanie. Ok, ils sont en train de se partager un gâteau. La Syrie occupe la Beka et Israël le Liban Sud. Cette fois, les phalanges dans leur majorité sont du côté d'Israël, à tel point que Soleiman Frangier, le président chrétien du Liban, ami personnel de El-Assad, verra son fils Tony assassiné par les phalanges pour le punir d'être resté ami avec Hafez el-Assad. On passe dans la deuxième phase de la guerre. Les Syriens se battent désormais contre les chrétiens. En juillet 1978, ils sont attaqués par les phalangistes à l'ouest de la Beka. Ces derniers s'emparent de Zalé, une ville chrétienne dont j'ai déjà brièvement parlé. Hafez, tout en bombardant Beyrouth-Est, qui est en fait la partie chrétienne de Beyrouth, pour faire diversion, il assiège aussi la ville de Zalé. Il réussit à la prendre le 30 juin 1981. Mais alors, au prix de bombardements contre les populations chrétiennes qui ont choqué l'opinion internationale. Hafez, en fait, là, il est plus un médiateur, il est plus un protecteur, là, il est lui-même relégué au rang de belligérant, un belligérant parmi d'autres de la guerre. Bon, j'ouvre ici une petite parenthèse. C'est à ce moment-là qu'un ambassadeur de France au Liban propose que la France devienne le nouveau médiateur du conflit. Ce qui n'a pas dû faire plaisir à Hafez, qui se prend pour le successeur des Français dans la région. Du reste, cet ambassadeur va finir assassiné. Hafez est-il le commanditaire? Nul ne le sait à part Dieu. Mais il est clair qu'il veut limiter l'internationalisation du conflit, et qu'il n'aime pas beaucoup qu'on lui vole son rôle de médiateur. Cette deuxième phase, en tout cas, se termine avec la prise de Zalé par les Syriens. On va entrer ensuite dans une troisième phase de la guerre. La troisième phase de la guerre commence le 6 juin 1982. Il va devoir affronter un nouvel ennemi. Alors pendant la première phase, Hafez affrontait les Palestiniens. Pendant la deuxième phase, il affrontait les phalanges. Donc maintenant, il va affronter Israël, sûrement.
Oui, parce qu'en ce 6 juin 82, Israël envahit toute la moitié sud du Liban et assiège Beyrouth. Alors cette opération, elle est très célèbre, on l'appelle l'opération Paix en Galilée, qui nous vient de Menahem Begin et d'Ariel Sharon. Au début, les Syriens décident d'abattre tout engin israélien qui vole, ils envoient 350 chars pour les arrêter, les combats ont lieu au sud de la Beka, mais finalement, ils décident de signer un cessez-le-feu dès le 11 juin. Bah alors, autrefois, il reprochait à Sadat de signer des cessez-le-feu trop tôt, et maintenant c'est à son tour donc. Oui, alors il faut lui pardonner, hein. Les 6 premiers jours ont été très durs pour lui, il a perdu le tiers de son aviation, la moitié de ses batteries de missiles. Oui, c'est très dur. Il se replie sur la zone qu'il croit vitale, la Beka, et il attend l'arme au pied. Il y a quand même des combattants syriens qui combattent avec les Palestiniens à Beyrouth, mais là aussi, échec. Beyrouth finit par être prise en août par les Israéliens. Donc t'as compris, hein, la phase 3, elle ne dure que quelques jours. Israël intervient et dévaste tout sur son passage. On entre donc dans la phase 4. Je rappelle que toute cette histoire est pensée du point de vue syrien. La phase 4, c'est la phase de l'attente syrienne, le pourrissement. La Syrie laisse la situation pourrir. Elle se dit qu'Israël a gagné, d'accord, mais que il va s'emmêler les pieds tout seul dans le tapis. Faut dire qu'Israël met en place un nouveau président libanais, Béchir Gemayel, le fils de Pierre Gemayel, qui est donc un chrétien phalangiste. Mais aussitôt après, Béchir est assassiné par des nationalistes syriens. Hafez est-il le commanditaire? Nul ne le sait à part Dieu. En tout cas, c'est un coup dur pour Israël. Deuxième coup dur, c'est le scandale consécutif au massacre de Sabra et Shatila. Alors, je ne vais pas en parler ici, hein, je rappelle que ça ne concerne pas trop la Syrie, mais en tout cas, Israël va être confronté à des problèmes d'image très très graves à ce moment-là. Le monde entier s'offusque de son intervention et il se retire en septembre et va se cantonner en fait à la petite partie du Liban, le Liban Sud, qu'il occupait avant. Donc en septembre, le calme revient. Et non, sitôt Israël parti, le pays repart joyeusement vers de nouvelles explosions de violence. Mais la Syrie n'y est pas impliquée, donc je ne vais pas trop en parler. Israël est remplacé par de nouveaux étrangers, en l'occurrence ici une force multinationale qui est composée d'Américains et de Français. Cette force multinationale va rester jusqu'à ce qu'un attentat gigantesque, qu'on appelle l'attentat du Drakkar, les force à partir. Hafez est-il derrière cet attentat du Drakkar? Nul ne le sait à part Dieu, je sais. Mais en tout cas, la Syrie est toujours dans l'ombre et semble attendre que la situation soit à son avantage. Au Liban, les tueries prennent un caractère vraiment confessionnel, chrétien contre druze, dans le chouf en particulier. Pour la Syrie, cette phase 4 est celle de la discrétion. Elle continue à agir en finançant discrètement certains acteurs, certains nouveaux acteurs qu'on ne connaissait pas depuis le début du conflit. Elle fait une sorte de guerre par procuration. Elle a une idée fixe, neutraliser les Palestiniens. Autrement dit, Hafez finance des groupes palestiniens dissidents qui vont s'empresser de combattre leurs propres chefs, les chefs palestiniens, et en particulier au grand Manitou de l'OLP, l'Organisation de Libération de Palestine, c'est-à-dire Yasser Arafat. Hein? Oh là là, mais j'y comprends rien. Pourquoi il s'en prend aux Palestiniens? Ils lui ont rien fait. Alors concentre-toi. Le chef des Palestiniens, c'est Yasser Arafat. Il a rendu les Palestiniens très autonomes dans leurs décisions. Avec un chef aussi charismatique, il est difficile pour Hafez de contrôler leurs mouvements. Donc, il va trouver un groupe de mercenaires dévoués à la tâche de supprimer tous les Palestiniens qui sont fidèles à l'OLP. Elle finance qui du coup? Parce que là, je suis perdu là. C'est le groupe Amal, un mouvement séculier chiite. Cette phase de financement et d'armement discret va durer de 1982 à 1988. Le mouvement Amal liquide les Palestiniens, encore fidèles à Yasser Arafat. Et on peut savoir pourquoi il y a des chiites qui viennent d'apparaître comme par magie là dans l'histoire? Les chiites du Liban sont une population assez nombreuse qui se politise de plus en plus à mesure que les nouvelles de l'Iran leur arrivent. Il y a deux mouvements chiites, Amal, le mouvement séculier, et Hezbollah, le mouvement religieux. De plus en plus de gardiens de la révolution iranienne viennent par avion depuis Téhéran et, disons, ajoutent leur grain de sel, commencent à s'organiser pour faire entendre la voix des chiites. Les chiites arrivent dans la guerre, mais que veulent-ils? Visiblement, ils veulent accroître leur influence au détriment des chrétiens, d'une. De deux, ils veulent chasser Israël, qui est toujours au Liban Sud, je le rappelle. De trois, ils veulent liquider l'OLP palestinienne de Yasser Arafat. Ça, je l'avais déjà dit. Donc, le groupe Amal se rend dans les camps et les nettoie
à l'arme à feu. C'est ce qu'on appelle la guerre des camps. Ok, et ça va durer jusqu'en 88, c'est ça? Non, oui, à peu près. En 1989, la situation change encore. On entre dans la 5e phase de la guerre. Une partie des chrétiens prend une initiative, celle d'éjecter la Syrie hors du pays. Qui est derrière cette initiative? C'est un général chrétien maronite qui s'appelle Michel Aoun. Et donc débute une guerre ouverte avec la Syrie. Donc pendant cette phase 5, la Syrie sort de sa discrétion et élimine le dangereux Michel Aoun, qui est obligé de s'exiler en France en octobre 1990. La guerre se termine par la ratification de ce qu'on a appelé les accords de Taïf. La Syrie reste en place, les Libanais ont intérêt à se tenir tranquilles, la guerre est finie. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Ok, je vais résumer la guerre en 30 secondes. Phase 1, la Syrie affronte les Palestiniens et les progressistes. Phase 2, la Syrie affronte les phalanges chrétiennes. Phase 3, la Syrie affronte brièvement et sans succès Israël, qui vient d'envahir le pays, et qui va repartir aussi vite qu'il est venu d'ailleurs. Phase 4, la Syrie finance discrètement un groupe armé chiite, Amal, pour éliminer l'OLP dans les camps palestiniens. Phase 5, la Syrie affronte le général chrétien Michel Aoun. Résultat, après avoir successivement passé ces 5 étapes, elle réussit à imposer sa présence. La Syrie a gagné la guerre du Liban. Les soldats syriens vont occuper l'ensemble du pays dans les années qui suivent, et jusqu'en 2005. À l'exception du Liban Sud, qui lui est toujours occupé par Israël, bien sûr, et ce, jusqu'en 2000. Chouette, 15 ans de guerre et maintenant, il a gagné. Bon, il fait quoi maintenant? Il était venu pour pacifier le pays, c'est fait, il est pacifié. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il reste au Liban? Il va boire un café à Beyrouth? Il se retape l'intégrale des disques de Majid al-Arumi? L'armée syrienne s'installe et prend des dispositions pour se prémunir contre toute agression israélienne. Ensuite, elle assure sa mainmise sur les camps palestiniens. Elle désarme les derniers belligérants. Elle étend un système de surveillance sur la société pour empêcher quiconque de jeter à nouveau une étincelle qui pourrait redémarrer le conflit. Il va transformer son occupation militaire en tutelle pour que le Liban soit réduit à l'état de client perpétuel de la Syrie. Et pour Israël, on fait quoi? Pour lutter contre la présence israélienne au sud, il s'appuie sur un organe terroriste. Ouais, le mouvement chiite Amal, c'est ça? Eh bien non, en fait c'est un autre mouvement chiite qui a supprimé Amal, en fait qui l'a supplanté en lui menant une guerre interchiite sans merci en 1988. Amal était un mouvement chiite séculier, le mouvement dont je parle est un mouvement chiite islamique. Il deviendra l'un des plus fidèles alliés de la Syrie dans la région. Il s'agit, bien sûr, du Hezbollah. L'occupation syrienne du Liban est centralisée à Anjar, dans la Beka, qui est un peu le quartier général de la Syrie. Et puis il y a des points d'appui assez divers qui lui assurent une mainmise sur pratiquement toutes les affaires libanaises. Et les premiers, ce sont évidemment les partis chiites, Amal et Hezbollah, dont on a déjà parlé, qui sont des alliés indéfectibles de la Syrie. Certains clans chrétiens, comme la famille Frangier, est également une officine du clientélisme syrien. Il existe aussi le Parti national syrien, héritier de ce Antoun Saadé. Est-ce que tu te souviens de lui? On en avait parlé dans le premier épisode. Il avait été exécuté par les Libanais en 1949. Et lui, pour le coup, vivait dans l'espoir d'une grande Syrie recomposée. Donc, le parti qu'avait fondé Antoun Saadé, le Parti populaire syrien, contrôle le ministère du Travail, lequel délivre des permis de travail en préférence aux Syriens. À cela, on doit ajouter tous les hommes qui ont versé un pot de vin à la Syrie, en échange de leur nomination à tel ou tel poste gouvernemental, ou universitaire, ou syndical. Et à cela s'ajoutent encore les surfacturations de gaz et de pétrole importés, les adjudications aux entreprises syriennes, les contrôles syriens sur les ports, sur les aéroports, sur certains casinos. Bon, tout ça compose la tutelle syrienne sur le Liban. Dans l'imaginaire collectif libanais, les Syriens sont les coupables des difficultés économiques du pays. C'est peut-être pas l'entière vérité. Après tout, pendant les années 90, les Libanais ont beaucoup travaillé pour reconstruire le pays après la guerre et la Syrie a participé à cette croissance positive. Mais en fait, c'est le rapport inégal entre les deux puissances qui rend amer les Libanais. La Syrie est en mesure de répondre aux besoins de la reconstruction plus que les entreprises libanaises, c'est clair. En fait, c'est un pays qui se veut indispensable au Liban. Laissons un peu de côté le Liban et revenons à la guerre du Kippour.
Pour Hafez el-Assad, le souci majeur des années 90, c'est le Golan. Ce territoire perdu au moment de la guerre des 6 jours et qui n'avait pas pu être récupéré pendant la guerre du Kippour. Oui, on avait vu dans un autre épisode que l'Égypte a récupéré le Sinaï en échange de la reconnaissance d'Israël. Pourquoi ne ferait-il pas la même chose avec le Golan? Sadat a ouvert une voie, il a ouvert un précédent, peut-être y a-t-il une chance à saisir. Récupérer le Golan, ce serait quand même réparer son honneur et sécuriser un peu mieux sa capitale, Damas. Vont s'en suivre moult discussions entre Hafez el-Assad et l'homme qui, à cette époque-là, est à la tête d'Israël, Yitzhak Rabin. Et donc, les discussions vont bon train. Je récupère le Golan, mais ça veut dire quoi? Quelles frontières exactement? Les frontières d'avant 67? Quelle carte? La carte d'Israël dit pas la même chose que la carte de Syrie. En réalité, il y a 1000 petits détails qu'il faut régler pour réussir à conclure un accord aussi difficile. Les discussions traînent, elles semblent interminables, tant et si bien que, au bout d'un moment, Rabin finit par mourir. Mourir de vieillesse? Non, peut-être pas, il a été assassiné, je te rassure. Yitzhak Rabin, assassiné, c'est tout le projet de traité syro-israélien qui s'effondre. Il faut recommencer les discussions à zéro, avec un successeur beaucoup moins conciliant. Et finalement, lorsque Hafez meurt, de vieillesse, lui pour le coup, en 2000, cette question ne sera toujours pas résolue et elle ne l'est pas encore aujourd'hui. Bon, ok, alors, El-Assad, si je comprends bien, quelles que soient ses raisons, a voulu mettre le Liban sous sa tutelle. Bon, je suis un petit peu sceptique sur les raisons qui l'ont poussé à faire ça, mais admettons. Est-ce qu'au moins c'était un bon dirigeant? Est-ce qu'il a su faire honneur à son pays? Alors, sur le plan de la politique intérieure, il y a au moins 3 choses que l'on peut reprocher à Hafez el-Assad. Première chose, on lui reproche son attitude vis-à-vis des Kurdes. Le problème kurde est toujours un problème un peu délicat. Ces hommes semblent vraiment de trop dans une société à majorité arabe, et la construction de la doctrine officielle du Baas, le panarabisme, ne prend son sens qu'à condition d'insister sur l'arabité des Syriens. Alors, je te rassure, rien de l'ordre des atrocités commises par Saddam Hussein à leur encontre ne peut être mis sur le compte de Hafez. Mais en 1963, au moment où le Baas prend le pouvoir, ce parti avait effectué un recensement pendant lequel il avait décrété que ces Kurdes étaient en grande partie des étrangers venus de Turquie installés illégalement dans la région et par conséquent, il les avait radiés de leur citoyenneté. Ah oui d'accord, de façon totalement arbitraire comme ça. Et oui, ce statut d'apatride concerne environ la moitié des Kurdes de l'époque et c'est honnêtement le seul cas d'apatridie au Moyen-Orient qui existe à ma connaissance. Ces Kurdes ne sont pas expulsés, ni intégrés d'ailleurs. Ils vivent comme étrangers sur leur propre territoire, ils ne disposent pas du droit de propriété, ni du droit de déplacement à l'étranger, ni de la sécurité sociale syrienne. Et Hafez el-Assad, après qu'il ait récupéré le pouvoir, ne change strictement rien à tout ça. Il leur témoigne une sorte d'indifférence qui va durer jusque dans les années 2000. Les Kurdes restent une sorte de voisins gênants qu'on préfère ignorer parce que son existence ne nous aide guère à reconstruire une identité nationale. Deuxième chose qu'on peut reprocher à Hafez el-Assad, c'est l'omniprésence du système policier et carcéral. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que les prisons du régime de El-Assad sont de véritables camps de torture. Il faut avouer qu'il y a une sorte de pesanteur tentaculaire qui s'étend sur toute la société. Personne ne veut avoir maille à partir avec des représentants du régime, car chacun sait que ce régime est très dur avec ses opposants. Ces opposants sont en premier lieu les islamistes, bien sûr, mais aussi les baasistes orthodoxes, et dans une moindre mesure, les communistes. Le symbole de ce système carcéral, c'est la prison de Palmyre où l'on ne compte plus les tortures et les humiliations sadiques dont des prisonniers islamistes, le plus souvent, font l'expérience au quotidien. Combien d'islamistes ont été exécutés au cours d'un interrogatoire à Palmyre dans les années 1980 et 1990? Peut-être 6000, peut-être 8000. Et si l'on ajoute les dizaines de milliers de prisonniers politiques qui sont retenus en prison pendant 15 ans, 20 ans, parfois plus, on obtient une quantité de détenus et d'anciens détenus considérable dans le pays. Maintenant qu'on s'entende bien, toutes les prisons syriennes ne sont pas comme Palmyre. Les conditions de détention sont assez variables. Les humiliations, les tortures y existent, mais ça n'empêche pas qu'il existe aussi, dans ces prisons, un accès aux livres, des droits de visite fréquentes, des soins médicaux. Ce qui est critiqué surtout, c'est l'ampleur du système carcéral, le nombre de personnes enfermées, qui est considérable. Et pourquoi? Pourquoi tant de violence?
Cette répression se veut à la mesure, semble-t-il, de l'efficacité de la propagande des frères musulmans, laquelle est énorme. Peut-être est-elle énorme parce qu'elle répond à des besoins spirituels ou sociopolitiques qui sont réels. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la propagande des frères est d'une ampleur considérable et s'étend sur l'ensemble du pays. Au fond, l'islam des frères musulmans pose un problème existentiel au régime. La Syrie étant très divisée sur le plan confessionnel, adopter la laïcité, c'était avant tout faire preuve de pragmatisme. Avec cette laïcité, Hafez cherchait une forme de paix civile, de paix sociale, mais visiblement, il s'est heurté à un mouvement islamique aux ressources et aux membres innombrables, pour qui cette laïcité est une transgression divine. Avec ça, une troisième critique est souvent dirigée contre le régime de Hafez, c'est au sujet de l'économie. Comme le socialisme du colonel Nasser et de Salah Jedid avait brouillé l'État avec la bourgeoisie citadine de Syrie, Hafez el-Assad avait voulu rectifier un peu le socialisme en laissant une plus grande ouverture au privé. Je dis bien rectifier, puisque cette libéralisation reste très légère et très contrôlée. Elle se fait en deux temps, une première phase entre 70 et 73, puis Hafez semble suspendre le processus, avant de le recommencer beaucoup plus tard, dans les années 90. Comme je le disais, c'est un mouvement léger puisque de nombreux secteurs restent dans le public. Les hydrocarbures, les phosphates, les céréales, le coton continuent à être gérés par l'État. Par contre, certains secteurs moins stratégiques, comme le transport routier, sont privatisés. D'accord, et ça a été plutôt positif cette expérience? Si l'objectif était de faire décoller le secteur privé, oui, ça a été positif, puisqu'il se développe à vue d'œil. Près de 700 projets ont été lancés au début des années 90, en particulier dans le textile, dans le transport et dans l'agroalimentaire. Du coup, c'est parfait alors. Disons que le dynamisme économique du pays est réel. Le problème, c'est que les bénéfices de ces succès ne sont pas du tout redistribués comme il se doit. Et la décennie 90 va voir une hausse considérable de la pauvreté, et tout particulièrement la pauvreté urbaine. Les salariés du privé reçoivent fréquemment un salaire de misère. À côté de cela, le chômage grossit de jour en jour, ainsi que la masse inquiétante des journaliers non déclarés, qui errent quotidiennement à la recherche de petits boulots, de nettoyage, de gardiennage, de vente à la sauvette. Alors tu veux me dire que la libéralisation entraîne une paupérisation? Et pourquoi ça fait ça? Alors le fait que les politiques de libéralisation semblent paupériser le tiers-monde, ça c'est un constat qui dépasse largement l'échelle de la Syrie, et il faudrait une analyse profonde et détaillée pour bien comprendre ce dont on parle. Dans l'idéal, je devrais parler de libéralisation commerciale, de libéralisation financière, d'ajustement structurel, de corruption économique, ce qui demanderait de longues explications et je détaillerai tout ça plutôt dans une autre vidéo. Mais globalement, ce que tu peux retenir pour l'instant, c'est que les nouveaux secteurs économiques qui se sont développés soudainement en Syrie, comme ailleurs, au moment de la libéralisation, sont confiés à une petite élite de bourgeois qui s'enrichit à une vitesse ahurissante. Cette grande bourgeoisie entretient des rapports quasi incestueux avec le pouvoir, et en particulier avec El-Assad. D'ailleurs, ces hommes peuvent très bien être des beaux-frères d'un ministre, des neveux d'un secrétaire d'État, et même des membres de la famille du président. Cette intimité avec le pouvoir conduit bien sûr l'État à fermer les yeux sur les pratiques de corruption économique qui peuvent exister en son sein. C'est-à-dire, quelles pratiques? Genre pot de vin et trafic d'armes? Alors, sans forcément aller jusque-là, je faisais référence à des pratiques qui conduisent à un appauvrissement de la Syrie, ou un appauvrissement des classes laborieuses syriennes. Je pense par exemple au cartel, à la spéculation immobilière, à la fraude, ou tout simplement la mise au rabais des salaires. En bref, l'argent, au lieu d'être redistribué aux travailleurs, est plutôt dépensé en pots de vin, en actions, en importation de produits de luxe, etc. Ok, donc Hafez a-t-il été un socialiste? Il a quand même consenti à l'émergence de cette bourgeoisie puissante et corrompue. Pour quelqu'un qui se dit socialiste, c'est un peu limite. Il y a consenti parce que cette bourgeoisie, il la sait proche de lui, proche par l'appartenance politique, proche par la parenté parfois, proche par les intérêts, et donc il la croit facile à contrôler. Et qu'en outre, il garde quand même le contrôle direct sur les secteurs qu'il pense stratégiques. À côté de cette réalité assez sombre à la fin de sa présidence, il faut quand même mettre en balance les bons aspects du régime. El-Assad, surtout dans les années 70 et 80, est attentif à la vie culturelle du pays. La Syrie de Hafez, c'est celle qui développe son institut musical, son opéra, son cinéma, ses festivals, ses beaux-arts. Il veille à ce que les femmes soient pleinement intégrées à la vie sociale et économique. C'est lui qui fait construire l'université Tishrin à Latakia, l'université Al-Baas à Homs. L'alphabétisation fait des progrès. Dans chaque village, grâce à lui, il y a une école. Il préside également à la construction du barrage sur l'Euphrate, mis en fonctionnement en 1973,
et dont les performances, il est vrai, seront un peu décevantes. Mais on lui doit aussi l'électrification des campagnes, l'élargissement du port de Latakié, la construction de l'autoroute qui relie Damas à Alep, et aussi de nombreux chemins de fer. Ajoutons aussi les raffineries, les industries d'engrais, les laminoirs, les fonderies, tous ces projets d'envergure qui répondent à des attentes indispensables et réelles des Syriens, y compris à l'avenir. Hafez el-Assad, Nasser ou encore Saddam Hussein ont tous à cœur la survie, la prospérité et l'honneur d'une nation qu'on peut appeler la nation arabe. Ce panarabisme oriente le plus souvent leurs décisions. Tous voient dans la lutte contre Israël une occasion de bâtir enfin la fraternité arabe. Mais tous reviennent amers de cette confrontation avec Israël, Hafez el-Assad y compris. Leur panarabisme les ont conduits aussi à définir l'arabité comme le premier critère d'appartenance à leur pays, et donc mettre à l'écart ceux qui ne sont pas arabes, en l'occurrence les Kurdes. La patridie des Kurdes, comme l'occupation du Liban, sont des choses qui nous paraissent difficilement compréhensibles, à nous, occidentaux. Pourquoi tant de haine, se dit-on? C'est parce que nous pensons depuis l'Occident, un monde où les nations se sont taillées à coups d'épée durant des siècles. Nous vivons sur les acquis de ces luttes séculaires qui ont dessiné les frontières et les schémas d'autorité de nos pays. La Syrie n'en est pas au même point. C'est un pays qui en est à une étape bien antérieure. Elle se cherche une identité. Hafez el-Assad, au fond, c'est l'homme d'une question. Qui sommes-nous? Quelle réalité humaine tangible est traduite lorsque quelqu'un dit « Je suis syrien » ? Est-ce qu'on entend par là que l'on habite quelque part dans le territoire tracé par le crayon français en 1920 ? Mais qui sont les Français pour décider qui est syrien et qui ne l'est pas? Sur quoi se construit l'identité syrienne, le mythe syrien? Qui sommes-nous? Cette question hante Hafez parce qu'elle hante tous les Syriens. Ce territoire et ce peuple, reçus de la main des colonisateurs, font l'objet d'une méfiance, voire parfois d'un rejet. Oui, la Syrie ampute certaines parties d'elle-même. C'est ce qui explique la patridie des Kurdes. Et elle ambitionne d'occuper des parties qui lui sont extérieures. C'est ce qui explique l'occupation du Liban. Et d'abord, qu'est-ce que Hafez est venu faire au Liban? Veut-il encore construire la nation arabe, comme au temps de Nasser, ou des débuts du parti Baas? Pas du tout. Le panarabisme est une idéologie de façade, une idée emblématique, mais probablement sans avenir. Non, Hafez el-Assad cherche à faire revenir un autre rêve. Le rêve de la Grande Syrie. La Grande Syrie des Séleucides, la Grande Syrie des Omeyyades, la Grande Syrie, construction historique, dont la Syrie actuelle ne serait qu'un lambeau malheureux. Voilà une identité concrète, glorieuse, à la hauteur du peuple. La Grande Syrie, il n'en parle jamais, mais il y pense souvent. C'est ce mythe qui le fait rester au Liban, alors que plus aucun Libanais ne veut de lui. Hafez restera au Liban, il usera de la violence, de l'achat, de la menace, s'il le faut, mais il y restera. On pourrait me rétorquer que la Grande Syrie, ce n'est pas que le Liban, c'est aussi, entre autres, la Palestine. Mais justement, qu'a-t-il fait au Liban, sinon exterminer tous les partisans de Yasser Arafat par le bras de Hamal et de Hezbollah, et de soumettre les camps à sa propre autorité? Par la suite, dans les années 90, aucun Palestinien dans les camps libanais ne soutiendra plus l'OLP. Ici aussi, c'est la Grande Syrie qui remporte la victoire. Hafez s'acharne alors à empêcher la réinsertion des Palestiniens dans la société. La Palestine continuera à exister à travers les Palestiniens, qu'ils le veuillent ou non, dans une existence indépendante et misérable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Syrie essaye de s'approprier la parole palestinienne, de réaliser une annexion morale à défaut d'une annexion réelle du territoire palestinien. Hafez veut obtenir que les Palestiniens s'expriment désormais par sa voix à lui, ce qui lui permettra à l'avenir de s'approprier toute conquête en cas hypothétique de victoire contre Israël. Le Liban, la Palestine, le Golan, c'est bien la Grande Syrie qui cherche à renaître, à pousser son cri de naissance, sans jamais vraiment oser dire son nom. Tout cela nous remémore Antoun Saadé, ce personnage qui jadis avait été livré aux Libanais et exécuté par eux en 1949. C'est comme si, en venant au Liban, Hafez el-Assad cherchait à retrouver son corps et à lui donner une sépulture décente. Saadé n'est jamais nommé, mais il semble guider le chef syrien beaucoup plus que les fondateurs lointains du parti Baas, dont l'un est parti pleurer dans les jupons de Saddam Hussein, pendant que l'autre s'est fait assassiner dans une rue de Paris, probablement sur ordre syrien.
Hafez el-Assad a tenté de résoudre le problème d'identité syrien. C'est en grande partie pour cette tentative qu'il est aimé sincèrement par les Syriens. Et c'est aussi pour cette tentative qu'il est détesté par ses voisins. L'occupation du Liban est jugée humiliante, l'alliance avec l'Iran est jugée hypocrite, la subjugation des Palestiniens est jugée malhonnête. Mettons-nous 2 secondes à la place de Hafez. Pour lui, accepter les frontières tracées en 1920, c'était finalement accepter la colonisation et son héritage. S'assigner dans une résidence qui n'est pas reconnue comme sienne, c'est continuer à se laisser dicter son être par la bouche du colonisateur encore après qu'il fût parti. Voilà ce qui le conduit à tant de manœuvres et tant d'agitation. Pourtant, après le retrait de la Syrie hors du Liban en 2005, il apparaît fatal à tous que les frontières de 1920 au Moyen-Orient, toutes contestables qu'elles soient, resteront inchangées. Quoi qu'on pense de Hafez et de ce qu'il y a bien pu avoir d'étrange et d'aventureux dans ses entreprises, il faut se figurer ce qu'il a représenté pour beaucoup de Syriens. Hafez fut un chef qui fit des choix qui peuvent paraître mauvais pour un observateur extérieur, mais qui a permis de souder une identité syrienne qu'il fallait bien construire un jour. C'est peut-être le premier homme depuis le mandat français qui ait sincèrement cru dans le peuple syrien et en qui les Syriens aient cru sincèrement. Voilà l'étoffe dont était fait Hafez el-Assad. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu ou un commentaire, et à très bientôt sur ma chaîne. Le prochain épisode sera sur Mouammar Kadhafi.